Aujourd'hui, on vous emmène au Somaliland, une terre méconnue, au cœur de stratégies géopolitiques qui la dépassent. Bienvenue à tous. Et effectivement, nous vous proposons une plongée dans un pays qui n'existe pas, en tout cas pas dans les instances internationales. Pour le trouver et surtout pour le décrypter, le journal Le Monde a sorti le grand jeu. Il a eu une très bonne idée en envoyant sur place un rédacteur et une cartographe qui sont aujourd'hui nos invités. Bonjour Francesca Fattori. Bonjour. Bonjour Noé Hochet-Baudin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Vous êtes les auteurs d'un formidable travail de recherche, d'explication et de pédagogie qu'on va voir sur notre antenne. Vous êtes rendu en mars dernier donc dans ce pays méconnu, le Somaliland, une terre qui a fait sécession de la Somalie en 1991. Corrigez-moi si je me trompe. Elle a autoproclamé son indépendance. Depuis, aucun pays ne l'a reconnue, aucun sauf Israël depuis décembre dernier. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, faisons peut-être connaissance avec ce pays, peu connu du grand public, c'est vrai. On va peut-être le voir grâce à vos croquis que nous avez rapportés. Le Somaliland donc, se trouve dans la Corne de l'Afrique et donc il est séparé du reste de la Somalie. Oui, tout à fait. Alors le Somaliland, en fait, c'est une partie de la Corne de l'Afrique qui a été sous colonisation britannique jusqu'à 1960. Et en fait, alors que le reste de la Somalie était contrôlé par l'Italie, c'était la Somalia italienne. Et en fait, en 1960, quand le Somaliland devient indépendant, quelques jours après, c'est au tour de la Somalie italienne de devenir indépendante. Et ces deux pays, ils ont fait le choix à ce moment-là de s'unir. Ces deux territoires, ils ont fait le choix de s'unir. À l'époque, c'était le rêve de la Grande Somalie, avec la perspective de réunir tous les territoires peuplés par des Somaliens. Et donc, cette union, elle a tenu jusqu'à 1991, lorsque le Somaliland a décidé de proclamer son indépendance dans un contexte de chaos dans le reste de la Somalie, à Mogadiscio notamment. Après un massacre très sanglant. Oui, il y a eu une guerre civile qui a été très sanglante, qualifiée de génocide par une partie de la population somalilandaise, par les Isaaq du Somaliland. Oui, ça a été vraiment une guerre très dure. La capitale du Somaliland, la ville qui est la capitale du Somaliland autoproclamée, a été rasée. À l'époque, on l'appelait la Dresde d'Afrique. Donc, ça a été vraiment une période très sanglante, à l'issue de laquelle donc, ils ont décidé de se séparer du reste de la Somalie. Et aujourd'hui, la raison d'être du Somaliland, c'est son opposition à Mogadiscio ? Oui, c'est son opposition à Mogadiscio. La raison d'être, elle vient d'acteurs extérieurs. Je pense qu'on l'évoquera plus tard, mais elle est aussi dans sa position géographique hyper stratégique, et encore plus depuis quelques mois. D'ailleurs, nous, on avait prévu ce voyage avant que n'éclate la guerre en Iran, donc on s'est vraiment en plus retrouvé un peu au cœur de ce nouveau conflit. Et le détroit de Bab el-Mandeb fait encore office de point, on va dire, de friction depuis 2023 et les attaques des rebelles houthis au Yémen. Et donc oui, le Somaliland revêt d'un intérêt stratégique pour beaucoup de puissances étrangères. Alors, vous racontez que l'organisation de ce voyage n'a pas été facile. Vous êtes parti en mars, donc l'idée est venue avant la guerre, mais le voyage s'est fait alors que l'intervention américaine avait commencé en Iran, c'est bien ça. Comment est-ce que vous vous êtes rendu dans ce pays qui n'existe pas, en tout cas qui n'est pas reconnu ? Alors, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué, mais pour le dire rapidement, depuis une décennie, voire plus, les autorités du Somaliland ont toujours été très heureuses de recevoir des journalistes pour faire parler d'eux, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une république autoproclamée, donc reconnue par personne jusqu'en décembre dernier, et donc faciliter, entre guillemets, la façon dont les journalistes pouvaient se rendre au Somaliland à Hargeisa. Sauf que la Somalie, le gouvernement fédéral somalien, donc à Mogadiscio, qui refuse cette sécession depuis 35 ans, rend les choses un tout petit peu plus compliquées. Donc il faut désormais avoir un visa pour le Somaliland qui n'est pas trop compliqué à obtenir, mais aussi un visa pour la Somalie qui nous permet ensuite de prendre un avion pour le Somaliland. Et là, c'est une autre paire de manches, mais on y parvient pour atteindre le Somaliland. Et juste pour préciser, le Somaliland aussi se définit un peu à l'inverse de la Somalie, parce que pour avoir été moi-même en Somalie, d'un point de vue sécuritaire, c'est un pays très chaotique, très dangereux, où il est très compliqué de se déplacer, contrairement au Somaliland, où une fois qu'on est à Hargeisa, on peut librement se déplacer vers Berbera, le port, etc. Racontez-nous ça, puisque là on voit les images, les photos que vous nous avez envoyées. Mais c'est quoi ? C'est une région qui est gérée de manière autonome, avec une sécurité, même s'il y a des tensions, puisqu'il y a un système clanique que vous rappelez dans le sujet. Oui, c'est vraiment
on dit le pays qui n'existe pas, mais il a vraiment toutes les qualités d'un État. Il y a un gouvernement et toutes les structures, exactement. Donc vous rappelez les clans, donc effectivement c'est un système politique qui est un peu hybride parce qu'il y a à la fois des institutions de démocratie représentative avec des élections, un parlement, etc. Mais il y a aussi une chambre, un parlement où se réunissent en fait les anciens. Et on le voit ici, c'est ce que vous avez tout dessiné. À fait. Et donc voilà, il y a des institutions politiques, ils contrôlent leurs frontières, il y a une armée, il y a des forces de sécurité. Donc vraiment, il y a tous les attributs d'un État. Une monnaie locale, même s'ils ne sont pas intégrés dans le système bancaire international, ce qui pose des problèmes majeurs pour justement leur intégration internationale et leur développement économique. Mais après, voilà, une fois que vous êtes au Somaliland, vous avez vraiment l'impression d'être vous êtes dans un pays, dans un État normal, entre guillemets. Qui marche. Ouais. Normal, entre guillemets, et juste pour ajouter et aller dans le même sens, c'est que c'est un pays aussi, un pays qui n'existe pas, mais qui est très stable comparé à la Somalie. Donc, il y a par exemple pas de mouvement terroriste ou djihadiste présent au Somaliland comparé à la Somalie. Shebab. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda ou l'État islamique, qui dispose aussi d'une cellule dans le nord de la Somalie. Et c'est aussi un pays qui se dit très stable politiquement, parce qu'effectivement, il y a des élections tous les 5 ans, une alternance qui est relativement pacifique. Donc c'est comme ça qu'ils se vendent aussi et qu'ils vendent leurs besoins de reconnaissance depuis plusieurs décennies et qu'ils ont obtenus récemment. Alors, votre travail s'est beaucoup attaché à reproduire notamment le port de Berbera, qui est le poumon économique de ce pays, entre guillemets. On va le voir ici. Vous rappelez donc que ce port a été un lieu stratégique, britannique, ottoman. Il a joué un rôle pendant la guerre froide. Et puis, depuis 10 ans, il est sous influence émirati. C'est l'atout du Somaliland. Mais il est loin de rivaliser l'autre port de la région, celui de Djibouti. Pour quelle raison ? Alors, déjà, pour une question de taille et de développement, effectivement, comme vous le rappelez, il y a les Émirats arabes unis, notamment la DP World, la compagnie émirati qui s'est installée au Somaliland à la fin de la décennie 2010, 2017, 2018, et qui a développé, modernisé, étendu le port de Berbera qui était préexistant, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, les Émirats arabes unis, ils ont beaucoup développé le port de Berbera après avoir été chassés de Djibouti, du port de Djibouti. Mais par rapport au port de Djibouti, Berbera reste quand même assez sous-exploité, si on peut dire. Donc les infrastructures modernes, elles sont là, pas aussi nombreuses, pas aussi imposantes que celles de Djibouti. Mais après, c'est vraiment une question aussi comme on le disait, de reconnaissance internationale. Oui. C'est compliqué pour les compagnies étrangères d'aller faire du business dans un territoire qui n'est pas reconnu internationalement. Et donc, les questions d'administration bancaire, c'est une autre paire de manches, en fait. D'autant plus qu'il y a relativement peu de ressources au Somaliland. C'est quand même un pays désertique ou semi-désertique, où la plupart des exportations sont finalement des exportations de bétail, et notamment de chameaux vers la péninsule arabique. Ils essayent de développer une industrie du minerai. On a pu faire une partie du reportage là-dessus, mais pour l'instant, il y a très peu. Qui pourrait intéresser les États-Unis. Oui. Voilà, ils essayent principalement de vendre aux États-Unis en voulant échanger la reconnaissance politique par les États-Unis contre l'accès illimité aux minerais somalilandais, mais on ne sait pas exactement quelles sont les ressources. Et donc, Berbera, finalement, doit aussi connecter beaucoup cette côte du golfe d'Aden avec l'Éthiopie, qui est un pays de 120 millions d'habitants et un grand marché. Alors, parlons de la reconnaissance, puisque les choses ont évolué. Regardons la carte que vous avez dessinée sur l'état actuel de la reconnaissance du Somaliland. L'Éthiopie, les Émirats arabes unis, Djibouti, ce sont des pays amis, ils se disent proches, mais ils ne l'ont pas reconnu. L'Éthiopie a même tenté de reconnaître le Somaliland, mais pour avoir un accès à la mer. Mogadiscio a fait pression. Et puis, il y a eu donc cette reconnaissance que les habitants n'attendaient plus. C'était en décembre dernier et c'est venu d'Israël. Bon, ça paraît plutôt étonnant. Ça a été une énorme surprise, d'ailleurs, pour les Somalilandais, tous les observateurs. Et même au sein du gouvernement somalilandais, c'était un secret qui était relativement bien gardé, même si on a appris par la suite que ça faisait plusieurs années que les Israéliens tâtaient le terrain d'une certaine façon. Israël qui a une alliance objective avec les Émirats arabes unis au Proche-Orient, donc qui ont pu faire ces tentatives d'approche depuis plusieurs années. Mais ce dont on s'est rendu compte au Somaliland, c'est que les autorités ont vraiment envisagé cette reconnaissance par Israël comme
le premier échelon vers d'autres reconnaissances, et en fait s'attendait même dans un très court terme, dès fin décembre ou début janvier, à d'autres reconnaissances, probablement notamment de l'Éthiopie, des Émirats, l'Inde était citée, etc. Et aucun pays n'a suivi Israël. Donc il y a eu une sorte de déception, évidemment qu'ils ne partagent pas trop, et qu'ils ne partagent pas trop aux médias, une sorte de déception de la part des autorités somalilandaises qui se disaient tiens, ça va être l'effet domino, l'effet boule de neige, qui n'a pas eu lieu, mais on peut s'attendre à d'autres surprises. Quelle a été la contrepartie accordée à Israël alors ? Alors ça, Alors, Vous décrivez un pacte sécuritaire, puisque on est dans une région hyper stratégique. oui, alors ça fait vraiment peu de doute, et même des interlocuteurs somalilandais ont fini par nous le dire, mais au sein du gouvernement, on veut vraiment une ligne de Israël est un pays ami qui cherche à développer notre économie. Il y a notamment des échanges qu'on nous a beaucoup répété, des échanges en termes de dripping, cette façon d'irrigation, de développer l'agriculture. Mais en réalité, il s'agit en effet d'un pacte sécuritaire, même des sources en Israël nous en parlent. Évidemment, pour la situation stratégique, géographique stratégique du Somaliland. On est face au Yémen. Face au Yémen, face aux Houthis. Et donc, c'est une façon de pouvoir contrôler. Alors, on ne sait pas beaucoup. On a fait un reportage aussi spécifiquement sur Berbera. Il y a les infrastructures portuaires dont vous parliez. Il y a aussi une infrastructure militaire qui est l'ancien aéroport civil qui a été reconverti en aéroport militaire et où il y a beaucoup de travaux en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais ça veut dire qu'il y a une base israélienne qui pourrait un jour s'établir. Est-ce que vous avez vu quoi, vous, sur place ? Alors, l'aéroport qui était civil, oui, impossible d'y aller, impossible même d'accéder à la route qui y amène. Il y a beaucoup de travaux qui s'y passent. C'est une entreprise émiratie qui serait en train de faire les travaux et on a pu prouver, entre guillemets, par image satellitaire, qu'il s'agit bien d'infrastructures militaires modernes, émiraties, aussi possiblement américaines, parce que les États-Unis, il y a eu pas mal de discussions sur une possible reconnaissance du Somaliland au sein des cercles républicains qui cherchent une alternative à la base de Djibouti, la base américaine à Djibouti. Et évidemment israélienne, parce que ce serait, comme vous l'avez dit, une contrepartie de la reconnaissance. Le revers de la médaille, c'est que le Somaliland pourrait être lui aussi exposé, puisque s'il se rapproche des Israéliens, les Israéliens ont beaucoup d'ennemis. Vous parlez notamment de l'État islamique, mais aussi des Shebab. Il y a même un général yéménite que vous citez et qui disent que finalement, aujourd'hui, le Somaliland est une cible militaire légitime. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire que pendant 35 ans, le Somaliland a vécu heureux en vivant caché. Et la reconnaissance israélienne les a mis soudainement dans une scène géopolitique très, très complexe. Et donc a effectivement attiré, en tout cas, a poussé les Shabab et les Houthis à dire que ça pouvait être une cible légitime, comme vous le rappelez, et donc à les mettre un peu dans l'œil du cyclone, quoi. Oui, ça pourrait les dépasser finalement. Oui, exactement. On peut même déterminer, je pense, 3 catégories. Vous parliez des Houthis qui ont même eux-mêmes annoncé qu'il y avait une installation militaire israélienne qui se réservait le droit de frapper. Les mouvements islamistes comme les Shebab et l'État islamique aussi qui ont réagi. Et le troisième péril, qui est aussi un péril dont les Somalilandais ou les autorités somalilandaises sont inquiètes, c'est aussi les pays voisins de la région, de la sous-région. La Turquie, qui est très proche du gouvernement de Mogadiscio, l'Arabie Saoudite, qui elle-même désormais considère le Somaliland comme une menace, ou en tout cas un pays allié à Israël, donc à leur rival dans cette région, dans cette large région. Et on a déjà pu observer des tentatives de déstabilisation au sein du territoire somalilandais, à l'est et à l'ouest, aux deux frontières est et ouest, où il y a déjà une sous-région qui a fait sécession symboliquement du Somaliland, pareil à la frontière de Djibouti. Donc voilà, ça tient un peu les foudres des rivaux régionaux d'Israël. Voilà, on est vraiment au cœur du réacteur. Bon, vous, Noé, vous êtes un spécialiste de la Corne de l'Afrique. Francesca, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes cartographe. On dit ça, oui, cartographe pour le monde. Et c'est la première fois que vous partez sur le terrain, il me semble. Oui. C'est vraiment la particularité de ce travail. Pourquoi est-ce que le monde vous a envoyé en binôme ? Qu'est-ce que change votre travail loin de Paris, finalement ? Ouais. Alors, oui, effectivement, donc, je suis journaliste cartographe au service Infographie du Monde. On est une douzaine de journalistes dans
dans ce service. Et effectivement, on cartographie le monde entier depuis derrière nos écrans. Et là, ça a été la première fois où on a pu avoir l'opportunité d'aller sur le terrain. Et c'est vrai que ça change tout. Ça change tout dans le regard qu'on peut avoir en tant que cartographe. On peut vraiment mesurer sur le terrain ce qu'on voit à très grande distance, de façon un peu désincarnée sur les cartes, effectivement. Donc c'est à la fois la cartographie pour raconter la géopolitique, c'est un peu une mise à distance du terrain. Ça permet d'essayer de mettre à plat un peu les différents événements, les différents acteurs. Mais le fait en tant que cartographe, pouvoir aller sur le terrain, ça nourrit voilà, notre expérience d'un regard empirique, effectivement, d'une prise de conscience des enjeux sur place, qui est vraiment très importante. Et ça donne un article très particulier qu'on vous recommande ici à France 24. Merci beaucoup Francesca Fattori, merci Noé Hochet-Baudin de nous avoir rendu visite. On vous recommande donc ce reportage cartographique. Vous êtes revenu également avec 3 reportages dans le reportage, sans oublier le reportage donc cartographique à retrouver sur lemonde.fr. Merci de nous avoir suivis.